Merci et bonjour. Donc moi, au contraire, j'allais dire que j'avais peur d'enfoncer des portes ouvertes en venant ici à cette tribune. Mais donc, vous me rassurez, je vais peut-être dire des choses qui n'ont pas été dites. Merci bien. Mais effectivement, je me sens très humble après les interventions de très grande qualité qui m'ont précédé. Donc, le titre de mon intervention, donc, c'est les espèces exotiques envahissantes sur quelques espaces naturels sensibles gérés par Eden 62 sur le littoral du Pas-de-Calais, puisqu'on est dans une partie littorale pour ce qui me concerne. Alors, j'ai sous-titré témoignage d'un praticien de la conservation de la nature. Donc effectivement, moi j'interviens sur des espaces naturels bien identifiés. Je ne suis pas sur un bassin versant, je ne suis pas sur un grand écocomplexe. C'est vraiment des sites ponctuels sur le littoral au sud de Boulogne-sur-Mer. Donc le plan de mon intervention, donc une présentation effectivement de la collectivité pour laquelle je travaille et puis un zoom sur les sites littoraux sur lesquels j'interviens. Rappeler l'héritage, l'histoire qui a marqué le Pas-de-Calais, qui n'a pas épargné le littoral du Pas-de-Calais et qui est un facteur favorable à l'expression d'espèces exotiques envahissantes. Ça a déjà été dit par ailleurs par mes prédécesseurs. Donc, quelles espèces exotiques envahissantes, quels problèmes, quelles réponses? Alors, je ne serai pas exhaustif, parce qu'autrement on y serait encore demain. Donc ce sera uniquement quelques espèces dont j'avais envie de parler, une espèce de retour d'expérience ou de témoignage du regard que je peux porter sur ces espèces et comment on a essayé d'analyser le problème et de l'aborder. Et puis pour terminer, des questionnements, mes prédécesseurs en ont eu aussi, et puis peut-être parce que j'aime bien mettre de l'éthique dans ma vie et dans ma vie professionnelle en particulier. Je vais traiter un peu de philosophie, entre guillemets, c'est un peu prétentieux, mais un peu de philosophie dans notre vie de brute, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, espaces départementaux naturels du Pas-de-Calais. Donc, on fête nos 20 ans cette année. On a été porté sur les fonds baptismaux par le Conseil général du Pas-de-Calais en 1993. Et donc à l'époque sous la forme d'une association loi 1901, et en 1996 on est devenu donc une collectivité avec sa propre gouvernance, son autonomie, donc un syndicat mixte qui comprend le Conseil général du Pas-de-Calais et les communes ou les regroupements de communes sur lesquels se trouvent les sites qui nous concernent. Donc ces sites sont soit des propriétés du Conseil général. C'est le cas par exemple ici à proximité d'Arras, du lac Bleu, du Bois de Mareuil. Donc ce sont des sites qui appartiennent au département. Ça peut être également, et je vais en parler après, donc des terrains qui appartiennent au conservatoire du littoral, donc qui appartiennent à l'État et qui nous sont mis à disposition et dont on a la responsabilité. Et ça peut être également des terrains communaux qui nous sont mis également à disposition. Par exemple, pour donner quelques exemples, la réserve naturelle régionale du Marais de Condette, qui est juste en arrière littoral, est un terrain communal qui est mis à disposition d'Eden 62. Donc ça représente, au jour d'aujourd'hui, vous voyez un petit peu ce maillage du territoire. Bon, c'est des petites pastilles, des confettis. Ça représente à peu près 60 sites maintenant au jour d'aujourd'hui et plus de 5000 hectares. Mais en proportion du territoire départemental, c'est quand même effectivement des confettis encore, hélas. Mais ça viendra à s'accroître. Donc les terrains dont je vais plus particulièrement parler sont tous propriétés du Conservatoire du littoral. Donc le Cap d'Alprec sur la commune de Le Portel, donc tout se situe au sud de Boulogne-sur-Mer. Donc c'est un petit secteur, c'est un petit site, il y a une quinzaine d'hectares. Ce sont des falaises vraiment les plus au sud du Boulonnais. On est vraiment dans des falaises qui ressemblent un peu à celles du Cap Grinet. On est sur des affleurements du Jurassique, un petit secteur de falaises
assez intéressants. Et puis après ça, 2 massifs dunaires, donc les dunes d'Écault sur les communes de Saint-Étienne-au-Mont et Équien-Plage. Partie littorale, donc là il y a 162 hectares en maîtrise foncière conservatoire du littoral, sur un massif dunaire qui en fait un petit millier. C'est un massif dunaire, c'est parmi les plus larges massifs dunaires du grand nord de la France, puisqu'on a 5 km d'extension des dunes d'ouest en est. C'est un massif dunaire très puissant. Et donc nous intervenons sur la partie la plus littorale, la plus nord-ouest de ce massif dunaire. Et donc un autre massif dunaire, les dunes du Mont-Saint-Frieux, sur les communes de Danne et Neufchâtel-Ardelot. De nouveau des dunes picardes assez profondes qui ont la particularité d'être plaquées sur un relief qui préexistait, le Mont-Saint-Frieux, qui culmine à 152 mètres d'altitude. Donc on a des dunes qui sont très, très hautes en altitude, une originalité même au niveau national, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'exemples similaires de dunes plaquées aussi élevées. Alors un petit rappel, je disais en préambule que j'avais peur d'enfoncer les portes ouvertes, mais là ça va être un peu le cas. Un petit rappel simplement de l'héritage, de l'histoire du Pas-de-Calais. C'est un département qui a donc été marqué très tôt par la révolution industrielle. Les premières fonderies sur le littoral du Pas-de-Calais, c'est fin 18e, on exploitait un grès ferrugineux local. Il y a eu les premières mines de charbon ont également concerné le Boulonnais. Voilà. Et ce département a donc très vite attiré une population ouvrière. On pense à la Pologne par exemple, pour le bassin minier. On pense également à l'Afrique du Nord, ce qui fait qu'on a donc un département à très forte densité de population. Donc à la fois l'histoire industrielle et cette densité de population a forcément conduit à une assez forte anthropisation des paysages, un terrain quand même très fertile, et c'est pas un jeu de mots, pour l'expression notamment d'une flore exotique envahissante. D'ailleurs j'en veux pour preuve que Eden 62 gère des anciens terrains industriels. Parmi les espaces naturels sensibles que l'on gère, il y a des terris miniers, il y a des carrières. Je pourrais également parler des remblais du creusement du tunnel sous la Manche, sur le site du Fond Pignon, à proximité du Cap Blanc-Nez. Voilà des sites qui ont été donc très marqués par l'homme. On gère également, et c'est un peu curieux, un peu paradoxal, on gère également des anciennes décharges publiques, qui sont des milieux extraordinaires au niveau laboratoire pour étudier la recolonisation, la reconquête de la nature sur des espaces qui ont été extrêmement perturbés par l'homme et sur lesquels je vous laisse imaginer les espèces exotiques que l'on peut trouver. Parmi ces héritages de l'histoire, donc je disais que le littoral n'avait pas été épargné. Donc le cap d'Alprec, par exemple, a été marqué par des dépôts de gravats divers par une entreprise de BTP. Donc dès qu'on creuse un peu, on trouve des gros blocs de béton. Et les dunes, qu'elles soient celles d'Écault ou celles du Mont-Saint-Frieux, dès leur achat par des propriétaires privés, quand ces terrains ont été vendus comme biens nationaux après la Révolution, ces propriétaires ont essayé de valoriser ces terrains qui étaient considérés comme improductifs au niveau économique. C'était des dunes de sable nu qui volaient à tous les vents. Parmi ces anciens propriétaires, on trouve par exemple pour le Mont-Saint-Frieux un certain Séguin. Séguin, ça fait penser un peu à l'île Séguin en région parisienne qui a accueilli les usines Renault. C'est effectivement un industriel qui a acheté ces dunes. Pour les dunes d'Écault, c'est un financier, un banquier, Alexandre Adam, qui a été un des premiers propriétaires de ces dunes.
On est très rapidement après les expériences de Brémontier dans les Landes de Gascogne. Donc il y a eu un souhait de valoriser ces terrains, notamment par une production forestière. Et le grand standard dans ces dunes-là, c'est des plantations de pins très, très importantes. Anciennes, mais aussi plus récentes, puisque après-guerre, il y a eu le Fonds forestier national qui a beaucoup aidé les propriétaires de l'époque à planter des pins dans les dunes. Et puis il y a eu également, et ça a aidé nos planteurs de l'époque, la myxomatose qui a fait quasi disparaître les lapins de Garenne des dunes du Pas-de-Calais. On pouvait planter des pins, on avait des aides, des subsides pour planter ces pins et pas de lapins pour les grignoter. C'était que du bonheur pour fixer les dunes. Donc on se retrouve avec des massifs qui sont extrêmement boisés et donc des paysages qui sont très, très anthropiques. Alors déjà un petit aspect par rapport à notre problématique d'espèces exotiques envahissantes. Quand on regarde un petit peu la littérature, je pense notamment à une publication de l'IDF sur les résineux, on peut y lire que le Douglas, qui est une espèce considérée comme nord-américaine maintenant, a été présente, et ça me rappelle un petit peu les cartes qu'on a vues ce matin avec cette dérive des continents, là. C'est une espèce qui a été donc présente et contemporaine de l'homme en France. Donc il y a encore 10 000 ans, le Douglas était présent en France. On peut lire aussi dans ce type d'ouvrage que le pin sylvestre, par exemple, représentait 70% des essences de la forêt de Fontainebleau il y a 11 000 ans à peu près. Voilà, donc ça fait déjà relativiser un peu le caractère exotique de ces espèces, même si on sait, le pin maritime provenait du Portugal, le pin sylvestre plutôt d'Europe de l'Est, le pin laricio de Corse, je vous laisse deviner. Voilà, donc on sait que ces espèces ont une origine exotique, mais si on creuse un peu, elles sont peut-être moins exotiques que ce qu'on peut penser au premier regard. Alors je vais passer donc en revue, mais encore une fois, ce n'est pas exhaustif, quelques espèces exotiques envahissantes sur les sites dont je m'occupe, donc le Cap d'Alprec, les dunes d'Écault et les dunes du Mont-Saint-Frieux, et puis vous dire un peu quel regard je peux porter sur ces espèces. Est-ce qu'elles sont un problème, oui ou non, et si oui, comment on a pu aborder le problème. Donc le rat musqué dont vous me parliez à l'instant, très peu présent sur les sites littoraux dont je m'occupe. Le seul site qui accueille l'espèce, c'est les dunes du Mont-Saint-Frieux. Alors, les dunes du Mont-Saint-Frieux, donc au pied de ces collines de craie, se trouvent des zones potentiellement humides, ou en tout cas humides certaines années. Donc ça a été le cas en 2001 par exemple. 2003, canicule, les niveaux d'eau ont été extrêmement faibles et ne viennent tout juste de remonter que cette année. Donc on a de nouveau des beaux niveaux d'eau. Donc voilà, il y a une espèce de cycle plus ou moins d'une douzaine d'années entre des très bas niveaux d'eau et des très hauts niveaux d'eau. Donc c'est un milieu qui est quand même très défavorable au rat musqué, en tout cas pour une pérennité des populations. C'est une espèce qui est très opportuniste, qui se balade beaucoup. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur des routes, même en race campagne, très loin de toute mare, de tout plan d'eau, de toute zone humide, des rats musqués écrasés sur la route. C'est donc capable effectivement de franchir des zones bien sèches pour aller coloniser des espaces humides, même temporairement humides. Donc je me doute que cette année, on va voir du rat musqué sur le site. Il n'y en a jamais beaucoup. Pour moi, il ne me pose pas de problème. Il n'y a pas de sensibilité au niveau de l'environnement socio-économique, il n'y a pas de terrain agricole qui pourrait être menacé par l'espèce, il n'y a pas de risque s'il perce il n'y a pas de digue, donc il ne va pas s'amuser à percer des digues qui n'existent pas. Et en plus, c'est un bon faux quart d'heure quand il est présent, il peut permettre de contrôler des espèces
d'hélophytes dans des zones de bas marais au profit d'espèces plus intéressantes comme le mouron d'hélicole, la samole de Valéran ou que sais-je. Voilà, donc moi sur ce secteur-là, il ne me pose pas de problème. Je ne veux pas dire qu'il est le bienvenu, mais ce n'est pas trop un souci. Alors une autre exotique, alors là, pour l'instant on n'en a pas trop parlé depuis ce matin, la tortue de Floride. Alors comme d'aucuns, moi j'ai eu première attitude par rapport à cette espèce-là, c'est aïe aïe aïe, au loup, il faut faire quelque chose, c'est dramatique. Et donc il faut les capturer, les éliminer, les enlever des sites sur lesquels elle se trouve. Alors je ne la connais pour le littoral sur les sites dont je m'occupe que des dunes d'Écho. Et encore, je la connaissais puisqu'on les a enlevées de là où elles étaient connues. Maintenant, je porte un autre regard sur cette espèce. Il y a eu une publication intéressante de José Godin dans la revue Le Héron du groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Il y a eu un article assez intéressant récemment sur cette espèce où manifestement, sauf si d'aucuns me contrediront tout à l'heure, il n'y a pas d'impact avéré sur les écosystèmes aquatiques liés à cette espèce. Il n'y a pas de reproduction effective connue en Nord-Pas-de-Calais. Alors je reste bien localisé sur mon secteur de compétences. Je ne dis pas que ce n'est pas un souci dans d'autres régions de France, mais pour le Nord-Pas-de-Calais, il semblerait qu'il ne faut pas forcément crier au loup et il n'y a pas péril en la demeure concernant la tortue de Floride. On passe à la flore. Alors pour la faune, j'aurais pu évoquer d'autres espèces. C'est encore une fois que quelques exemples. Le Buddleia, on n'en a pas encore trop parlé depuis ce matin. Moi, je ne le connais que des dunes du Mont-Saint-Frieux et son comportement est typique de cette espèce. Je vous ai dit que sur le site des dunes du Mont-Saint-Frieux, les dunes étaient venues se plaquer sur une colline de craie. Et justement, on trouve le Buddleia sur une zone d'affleurement de craie, donc de la caillasse un peu fracturée, terrain idéal pour le Buddleia. Bon, ça reste de la dune et ces affleurements de craie sont très très ponctuels sur le site, donc je ne pense pas que ce soit un souci. En tout cas, on ne connaît qu'une seule station avec une dizaine de pieds. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Donc là, même chose, pour l'instant, je regarde les papillons qui se posent sur les fleurs, mais je n'ai trop rien fait. Alors, une plante aussi qui m'intéresse, et peut-être que certains pourront d'ailleurs éclairer ma lanterne sur l'origine de cette plante, la Claytonie perfoliée, Claytonia perfoliata, qui est une nord-américaine, qui est envahissante. Quand on la voit, ce sont des peuplements très denses, très homogènes, liés souvent aux argousiers, donc en situation d'ourler le long des fourrés d'argousiers, qui est d'ailleurs une espèce qui permet de qualifier un habitat intéressant d'ourlet d'argousier. J'ai jamais entendu personne dire que c'était un problème, et nous on ne fait rien concernant cette espèce, dont j'ai entendu dire, et c'est là où vous pourriez m'éclairer, qu'elle serait arrivée avec le matériel militaire américain lors du débarquement en Normandie, et qu'à partir de ce point de chute, elle aurait colonisé le littoral, et notamment en direction du Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est quelque chose dont j'ai entendu dire, mais je n'ai jamais rien lu de précis sur cette question. Alors bon, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, la renouée du Japon. J'y échappe pas, elle est présente à Alprec, à Écho et dans les dunes du Mont-Saint-Frieux également. Pour autant, je ne fais rien. Je vais passer pour un non-interventionniste, mais j'assume. Donc il y a une petite tâche sur le site du Cap d'Alprec. Alors, le Cap d'Alprec est forcément en situation de cap, il est quand même très exposé au vent marin, et la station de renouée du Japon est quand même un peu malmenée par les coups de tabac qu'on a régulièrement sur la côte d'Opale, y compris en plein mois de juin. Ça arrive régulièrement qu'on ait des tempêtes, et la station est quand même un peu souffreteuse
avec les feuilles souvent brunâtres. Et la plante, en plus, est très peu élevée. Je ne l'ai jamais vue en fleurs. Elle fait 1 mètre de haut, pas beaucoup plus. Voilà. Ça nous a d'ailleurs inspiré pour traiter des stations de renouée du Japon sur d'autres sites, en pulvérisant une saumure salée sur les plantes. Et je l'ai aussi donc, dans les dunes d'Écault et les dunes du Mont-Saint-Frieux. Donc, la photo n'est pas prise sur un de ces sites-là, c'est pris sur un autre site, une de ces fameuses décharges, entre guillemets, que l'on gère en espace naturel sensible. Voilà, donc dunes d'Écault et dunes du Mont-Saint-Frieux, on a la plante, mais en situation de clairière forestière, où la station reste contrôlée quelque part par la concurrence des ligneux qui lui font de l'ombre. Et surtout, on se garde bien d'intervenir au niveau des ligneux à proximité des stations, ce qui semble intuitivement, je n'ai pas de graphique, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais intuitivement, les stations ne se développent pas, ne semblent pas se développer. Alors, une espèce dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, mais c'est vrai qu'on ne la trouve pas en zone humide, le Senson du Cap. Donc c'est une espèce que j'ai dans les dunes, dunes d'Écault et dunes du Mont-Saint-Frieux, donc originaire d'Afrique du Sud. Une espèce qui est hyper présente sur le littoral du Pas-de-Calais, dont on connaît bien l'histoire là pour une fois, hein, sauf si je me trompe, mais moi de ce que je sais, donc c'est quelque part un témoin de la mondialisation là de nouveau. Elle a été trinqueballée dans la laine de mouton venant d'Afrique du Sud, et ses points de chute c'était les ports, et à partir des ports où la laine était débarquée, la plante s'est étendue sur des terrains qu'elle apprécie, donc c'est souvent des terrains filtrants, des terrains chauds. Les dunes lui conviennent bien, on la trouve aussi sur les ballasts de chemin de fer, sur les bords de route. À un moment, l'autoroute A16 était constellée de taches jaunes de Senson du Cap. C'est une espèce qui est très présente sur les sites qui sont gérés par des collègues. Je pense à la réserve naturelle du Platier d'Oie, par exemple. Je pense aussi aux dunes de Slack. Chaque année, on va trouver des pieds isolés dans les dunes d'Écault ou les dunes du Mont-Saint-Frieux, donc des pieds qu'on arrache, et on cherche les stations. Chaque année, on passe du temps à prospecter les coins et les recoins de ces dunes pour arracher la plante. Et c'est une plante qu'on trouve parfois dans des endroits vraiment très isolés du site, donc qui est capable de bien se balader. C'est une astéracée, hein, donc c'est des graines qui sont très, très légères et très volatiles. Et donc on peut trouver la plante vraiment très très loin de ces lieux d'implantation. Et là, un peu comme ce qu'on a pu dire pour d'autres espèces, la renouée notamment, on se demande s'il ne faut pas vivre avec à terme, et si ce que l'on mène comme action n'est pas... je suis un peu défaitiste en disant ça, mais si c'est pas foutu d'avance, parce qu'en fait on est entouré de terrains privés où l'espèce est extrêmement présente, et avec donc des populations sources très abondantes à proximité des sites sur lesquels j'interviens. Alors une autre espèce qui est pas facile non plus à aborder, c'est l'élanthe, Ailanthus altissima, qui a été planté donc dans les dunes. Bon, quelque part, les anciens propriétaires de ces dunes, ils ont essayé diverses essences pour fixer les sables et pour essayer de produire des valeurs ajoutées sur leur terrain. C'était quelque part des businessmen, donc ils ont essayé de produire encore une fois des biens économiques sur leur propriété. Et ils ont notamment essayé l'élanthe, et là pour le coup ça a bien marché, parce que c'est une plante qui se développe très très bien, et surtout au niveau de sa reproduction végétative, par des drageonnements le long des systèmes racinaires. Et c'est une plante pour laquelle on a essayé pas mal de choses pour essayer de diminuer un peu son ardeur, et on n'a rien trouvé vraiment de très satisfaisant pour l'instant.
Donc, moi, je suis concerné que pour les dunes du Mont-Saint-Frieux, où j'ai une petite tâche en limite d'un terrain privé, mais le terrain privé en question, c'est 80% des lentes dans les peuplements. Donc si un jour on se récupère ce terrain qui est en zone de préemption, donc il sera peut-être acheté un jour par le conservatoire du littoral, on a à retrousser nos manches pour essayer de faire quelque chose. Il y a une expérience d'un collègue sur la réserve naturelle de Baie-de-Canche, de pâturage caprin sur une station d'Élante. Bon, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour juger de l'efficacité de ce mode opératoire. Le licier, alors on n'en a pas parlé non plus jusqu'alors, c'est vraiment là pour le coup une espèce qui est bien présente sur le littoral, Lycium barbarum, qui est une allotolérante, un arbuste, c'est une solanacée, donc de la même famille que la douce amère par exemple, qui a été donc abondamment plantée dans les haies du littoral, puisqu'elle supporte très très bien les embruns, et qu'on retrouve maintenant un petit peu égaré loin des jardins initiaux. Je l'ai donc en particulier sur le site du Cap d'Alprec. C'est une espèce sur laquelle nous on intervient par débroussaillement et recépage, parce que ça rejette de souches très bien. Voilà pour le licier. La balsamine, on en a abondamment parlé. Donc moi je l'ai sur le site des dunes d'Écho, au niveau d'un petit fleuve côtier qui s'appelle la Warenne, où il y a une ripisylve assez bien développée, et où pour l'instant j'ai l'impression qu'on l'a uniquement dans les puits de lumière le long de la ripisylve, et donc sur laquelle on intervient par arrachage, mais on ne maîtrise pas l'amont. J'ai bien entendu tout à l'heure le principe de la gestion d'amont en aval dans les bassins versants, et on ne maîtrise pas l'amont de ce petit fleuve côtier qui n'appartient pas au conservatoire du littoral. Donc je pense qu'on va passer notre temps à l'arracher, hélas, sauf à travailler avec nos voisins, mais bon, notre légitimité est quand même bien liée au terrain sur lesquels il y a une maîtrise foncière publique, conservatoire du littoral, conseil général ou commune, ce qui limite un peu nos capacités d'intervention. Donc avant de vous asséner quelques phrases tirées d'un ouvrage de Jean-Claude Génaud, donc j'avais envie de mettre un peu d'éthique, encore une fois, dans cet exposé. Alors, vous en faites ce que vous en voulez, je ne suis pas du tout un gourou, mais bon, peut-être que ma langue a fourché lors de mon exposé, mais j'essaye toujours de bannir de mon vocabulaire lutte, guerre, bataille, éradication. On n'est quand même pas loin de l'idée de solution finale. Moi, ça me gêne un peu. Voilà. Donc, ça me rappelle aussi quelque part, parce que je parle de solution finale, les jardiniers paysagistes du Troisième Reich avaient pour maître mot Exoten Haus, les exotiques dehors. Bon, ça fait peur quand même. Donc, personnellement, moi j'essaye de... Alors c'est que de la forme, parce que dans le fond, quand je tombe sur un pied de Senson du Cap, je l'arrache. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir un peu de respect pour la vie, et qu'elle soit exotique ou indigène. Voilà. Mais c'est un truc très perso. Et donc pour conclure, donc j'avais envie de vous... Alors, je ne fais pas mienne les phrases de Jean-Claude Génaud, c'est simplement ici, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, donc là c'est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « La nature malade de la gestion », déjà rien que le titre, ça en dit long. Donc je ne partage pas forcément ses idées, il a un côté poil à gratter qui est toujours intéressant, ça nous force un peu à nous poser des questions et à savoir pourquoi on fait ce boulot, et voilà. Donc première phrase de Jean-Claude Génaud. Comment expliquer que des gestionnaires souhaitent éliminer le ragondin, espèce exotique et envahissante, pour ne pas dire nuisible, alors que ce perturbateur serait capable,
en perçant les digues des temps, de provoquer des perturbations aux conséquences parfois fort intéressantes sur le plan écologique. Et deuxième petite phrase, et ça rejoint quand même un petit peu ce que je disais préalablement. Donc, du point de vue de la botanique, nous sommes xénophobes. Nous aimons les espèces indigènes et voulons que les espèces exotiques agressives rentrent chez elles. Voilà, je vous laisse méditer ces phrases de Jean-Claude Génaud. Merci.